Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui du printemps des peuples de 1848, une époque un peu oubliée, mais qui a vu l'Europe pendant plusieurs mois, 2 ans pratiquement, complètement bouleversée par une vague révolutionnaire un petit peu inattendue, qui a remis en question tout l'ordre qui avait été établi en 1815 lors du Congrès de Vienne. Mais 1848, c'est d'abord un événement qui s'inscrit dans l'histoire de France. C'est la séquence qui correspond à la Seconde République, qui va durer de 1848 à 1852, mais dont on peut considérer qu'elle était déjà morte en décembre 1851 lors du coup d'État réalisé par Louis-Napoléon Bonaparte. Et ce 1848 français, nous le verrons, est assez différent dans son esprit, dans ses fondamentaux, de ce qui va se passer ailleurs en Europe. En effet, en février 1848, le 22 février 1948, une manifestation républicaine qui devait avoir lieu à Paris a été interdite. Ça se transforme en une manifestation de rue, finalement assez bon enfant, mais il se trouve qu'au soir de cette journée, un incident, boulevard des Capucines, fait que la troupe tire, il y a des morts, c'est le signal de l'insurrection, 1500 barricades sont dressées dans Paris dans la journée du lendemain. Paris qui a une tradition solide de ville révolutionnaire, qui s'est déjà manifestée en 1830, en 1832, en 1834, en 1840. Et là, en 1948, eh bien, c'est reparti selon une tradition bien établie qui voit s'unir la petite bourgeoisie libérale et le peuple des faubourgs, celui que décrit Victor Hugo dans Ses Misérables, avec notamment l'épisode de 1832 qu'il raconte donc dans son ouvrage. Alors Paris se soulève donc de nouveau. Louis-Philippe hésite, il refuse de suivre les conseils de Thiers qui lui suggère d'employer la manière forte, d'isoler Paris, de l'encercler et puis de réduire l'insurrection. C'est ce qui marchera en 1871 contre la Commune, mais Louis-Philippe n'a pas vraiment le tempérament pour accepter l'épreuve de force et il décide d'abdiquer, mais une abdication qui n'aura pas de suite puisque son fils aîné, le duc d'Orléans, était mort quelques années plus tôt, et quand la duchesse vient présenter ses enfants devant l'Assemblée, devant la Chambre des députés, il est en fait déjà trop tard puisque la foule va envahir la Chambre et que sous la pression des événements, eh bien, la République va être proclamée donc le 24 février 1848, avec au bout du compte un gouvernement provisoire, un autre qui s'est constitué à l'hôtel de ville, on fusionne les deux, et ce gouvernement provisoire eh bien, annonce la réunion d'une assemblée constituante qui, grande nouveauté, sera élue au suffrage universel, car auparavant c'est le suffrage censitaire qui prévalait, et un suffrage extrêmement réduit, puisque même si on avait doublé le nombre d'électeurs en 1830, en 1848 à peu près 250 000 électeurs pouvaient donner leur opinion sur une population électorale qui était potentiellement de près de 9 millions d'électeurs en cas de suffrage universel. Donc la France rentre vraiment dans une période nouvelle avec la perspective de cette constituante, et les révolutionnaires parisiens sont bien certains que la voix du peuple va parler et conforter en quelque sorte leurs propres convictions, l'idéal du progrès, l'idéal de ce qu'on appellera plus tard les lendemains qui chantent. Or, la déception sera au rendez-vous, puisque à la fin du mois d'avril 1848, c'est une assemblée massivement conservatrice qui se trouve constituée. Pourquoi? Parce que la France rurale, la France provinciale, la France profonde se méfie avant tout de toute nouvelle aventure révolutionnaire. Ça rappelle en fait de très mauvais souvenirs. L'avant-garde que représentait le peuple parisien n'est pas du tout au diapason de l'opinion de la France profonde, de la France dans son ensemble, et encore une fois, c'est une assemblée conservatrice qui va l'emporter, dominée par le parti de l'ordre, parti qu'anime Thiers, qui est un petit peu la cheville ouvrière de toute cette mouvance, avec des gens qui sont des notables provinciaux, qui étaient royalistes peu de temps avant, qui se sont métamorphosés en républicains modérés, soucieux avant tout de l'ordre, mais le résultat, en tout cas, est là.
Ça tourne très vite, très mal, puisque l'affrontement entre le peuple révolutionnaire parisien et cette majorité du Parti de l'Ordre va intervenir dès le mois de juin, quand on veut supprimer les ateliers nationaux qui avaient été imaginés par le socialiste Louis Blanc pour trouver une solution au chômage de masse de l'époque. Et le résultat, c'est l'écrasement de l'insurrection parisienne. Paris se couvre de nouveau de barricades pendant près d'une semaine au mois de juin, et c'est l'armée qui vient écraser le mouvement révolutionnaire. Ensuite, les choses vont se confirmer, puisque lors des élections présidentielles prévues au mois de décembre, une fois la Constitution rédigée, c'est un candidat tout à fait inattendu à l'origine, Louis-Napoléon Bonaparte, exilé en Angleterre quand la Révolution s'était déclenchée à Paris en 1948. C'est lui qui va rencontrer les suffrages des Français. Comment? D'abord, le nom de Bonaparte, après avoir laissé quelques mauvais souvenirs après 1815. La légende impériale s'est progressivement constituée dans le pays. Le retour des cendres en 1840 a été l'occasion de manifestations tout à fait enthousiastes par rapport aux souvenirs de Napoléon. Et puis, outre cet élément, je dirais, psychologique, un petit peu de la légende impériale, le Parti de l'Ordre a mis au service du candidat tous ses réseaux, parce que pour Thiers, les choses étaient claires. Louis-Napoléon ne devait être qu'un homme de paille. Thiers résumait les choses avec une formule célèbre: c'est un crétin qu'on mènera, disait-il. Il allait être président, prince-président pour 4 ans, et puis ensuite les gens du Parti de l'Ordre prendraient les choses en main, avec comme perspective probable la restauration d'une monarchie parlementaire modérée. Bon. Et la situation va évoluer comme l'on sait. Le Parti de l'Ordre va remporter une victoire électorale complète au mois de mai 1849. Ça va être l'occasion d'un dernier affrontement avec les républicains authentiques, ceux qu'on appelle les montagnards, réunis autour de Ledru-Rollin, quand ils protestent contre l'expédition de Rome, puisque la République française va finalement intervenir contre la République romaine pour restaurer le pape Pie IX dans ses États. Quand ils protestent, eh bien, ils sont dispersés, arrêtés, contraints à l'exil. Les 48 arts du mois de février de l'année précédente sont de fait à ce moment-là complètement marginalisés. La suite, on la connaît, c'est la confrontation entre Louis-Napoléon, le prince-président, et puis cette majorité du Parti de l'Ordre. Le prince-président veut pouvoir se représenter. Or, il a besoin des 2/3 de l'Assemblée pour changer la Constitution sur ce point. Il ne trouve pas de solution. Alors la solution, eh bien, ce sera une solution de force, s'appuyant sur l'armée, la police, puisque c'est lui qui nomme les principaux responsables dans ce domaine. Louis-Napoléon va réaliser le coup d'État du 2 décembre 1851 et qui va être en quelque sorte confirmé par la restauration impériale de décembre 1852. Coup d'État puis restauration impériale qui sont largement confirmé, accepté par le peuple français, puisque des plébiscites suivent ces décisions, et Napoléon, devenu ainsi Napoléon III, va pouvoir faire valoir un argument tout simple: je suis sorti de la légalité, mais c'était pour rentrer dans le droit, puisque le peuple français a soutenu au final mon initiative. Alors cette révolution de 48, on le voit en France, elle a rapidement avorté, et les espoirs de ceux qui avaient été ces premiers militants ont été vivement déçus. Il faudra qu'ils attendent 1870 et la chute du Second Empire pour retrouver de nouveau la République. Et puis, à vrai dire, il faudra qu'ils attendent surtout 1879, la démission du président MacMahon, puisque les années 70 ont vu là aussi des perspectives de restauration monarchique. Ce n'est que dans la durée que Gambetta a réussi à imposer la République. Mais cette révolution qu'a connue la France
Elle va de pair avec des événements qui se produisent par ailleurs en Europe. L'Europe était agitée à cette époque par deux courants complémentaires d'une certaine manière, à la fois l'éveil, le développement du sentiment national et des revendications nationalitaires, pourrait-on dire, et ces revendications allaient de pair avec des aspirations libérales. Hein. En gros, il s'agissait de contester l'ordre établi en 1815 lors du Congrès de Vienne, qui avait mis un terme à la séquence révolutionnaire et napoléonienne qui avait bousculé complètement l'Europe pendant près d'un quart de siècle. Alors déjà, on avait vu les Irlandais s'agiter contre la férule anglaise, on avait vu la Pologne s'insurger en 1831, et insurrection écrasée par les Russes, on avait vu dans les Balkans la Grèce avec le soutien de toute l'intelligentsia philhellène européenne se dresser contre la domination ottomane. Il en allait de même en Serbie, en Roumanie à l'époque. Mais en 1848, on va avoir en quelque sorte une explosion générale de ces revendications nationalitaires et libérales tout à la fois. Les choses vont commencer même avant la révolution parisienne de février, puisque dès janvier 1848, c'est la révolution à Palerme, en Sicile, révolution qui va gagner rapidement Naples, où le roi Ferdinand II de Bourbon, bien connu pour son énergie à briser toute contestation, était surnommé Il Re Bomba, le roi qui bombarde la foule, qui tire dans la foule. Hein. Eh bien, Ferdinand II va être obligé d'accorder une constitution sous la pression populaire. Il va être suivi en ce sens par le grand-duc de Toscane, par le roi du Piémont-Sardaigne, Charles Albert, le pape Pie IX, qui est monté sur le trône de Saint-Pierre en 1846, va être obligé d'en faire autant, mais ça correspondait d'ailleurs à ce moment-là à ses intentions. Il était de sensibilité à ce moment-là plutôt libérale. C'est ensuite qu'il va devenir le représentant d'une église qui se veut tout à fait traditionnaliste et même réactionnaire. Hein. Et la géographie politique de l'Italie s'en trouve évidemment bouleversée, d'autant que le royaume lombard-vénitien, qui appartenait à l'empereur d'Autriche, hein, Milan et Venise étaient sous la coupe autrichienne à l'époque, hein, eh bien, va connaître des mouvements analogues. Milan se soulève, les Autrichiens sont obligés d'évacuer la région, Venise également se soulève, l'Italie semble basculer dans un avenir inattendu, qui est à la fois un avenir libéral, avec une perspective de monarchie parlementaire, et un avenir unitaire, puisque dès ce moment, le royaume de Piémont-Sardaigne se pose en champion de la réalisation de l'unité italienne. Bon, l'Italie, donc, on le voit, est touchée. Mais ce n'est qu'un début. Dès le 13 mars 1848, Vienne, la capitale autrichienne, bascule à son tour dans la Révolution, à l'initiative des libéraux locaux. Metternich, qui a dominé l'Europe depuis 1815, qui était l'homme fort de l'ordre traditionnel tel qu'il avait été rétabli, est obligé de s'enfuir déguisé en blanchisseuse pour échapper aux insurgés. La Hongrie se soulève à son tour et affirme sa volonté d'indépendance, pendant qu'à Prague, l'historien tchèque Palaki réunit un congrès avec des représentants de toutes les populations slaves de l'Empire d'Autriche, des Tchèques, des Slovaques, des Croates, entre autres, pour imaginer justement une formule politique qui assurerait la liberté, l'indépendance de ces diverses minorités. Le mouvement n'est pas terminé. Le 19 mars, moins d'une semaine plus tard, c'est la révolution à Berlin. Hein, le roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, est débordé très rapidement. Alors il va faire une proclamation assez chère berlinois pour leur expliquer qu'il est tout à fait ouvert au dialogue, d'autant qu'au même moment, dans l'Allemagne divisée d'après 1815, divisée encore en 40 États ou principautés, eh bien un vaste mouvement démocratique et national à la fois s'est organisé pour des élections au suffrage universel d'un parlement allemand qui va se réunir à Francfort et qui se donne comme projet la réalisation de l'unité de l'ensemble de l'Allemagne.
Donc une Europe qui bascule ainsi dans les insurrections nationalitaires et libérales. On a pu parler à propos de ces événements d'un véritable printemps des peuples alimenté par le souffle du courant romantique qui était alors dominant. Mais les choses vont s'inverser rapidement. On a vu comment en France le Parti de l'Ordre l'avait emporté lors des élections à la Constituante, comment il avait porté Louis-Napoléon à la présidence, etc. Et comment toute cette histoire s'était terminée. Il en va de même dans le reste de l'Europe où dès le mois de juin 1848, le général autrichien Windisch-Greuze va reprendre Prague aux insurgés. Dans le même temps, le général Radetzky va vaincre en 1848, puis en 1849, les Italiens rassemblés autour du roi de Piémont-Sardaigne, à Custozza, puis à Nova. C'est l'échec complet du projet unitaire italien autour de la maison de Savoie. À Vienne, à la fin de 1848, en décembre, l'empereur Ferdinand, un peu fatigué, c'est le moins qu'on puisse dire, va abdiquer, et c'est le jeune François-Joseph, qui est âgé de 20 ans seulement, qui va devenir empereur. Il le restera jusqu'à sa mort en 1916. Il renvoie la constituante qui avait été élue, décrète une constitution octroyée aux Autrichiens qui ne sera en fait pas appliquée dans les années suivantes. Par ailleurs, la monarchie autrichienne est confrontée aux revendications d'autres nationalités, notamment les Hongrois, qui représentent la force d'opposition principale. En avril 1849, l'indépendance de la Hongrie est proclamée, mais cette Hongrie rebelle, elle va être écrasée par les forces autrichiennes, mais aussi par les forces russes. Nicolas Ier, le tsar de Russie, surnommé à l'époque le gendarme de l'Europe, se veut en quelque sorte le tenant de l'ordre établi en 1815, hein, et l'armée russe vient prêter main forte à l'armée autrichienne, soutenue également par les Croates, hostiles aux Hongrois, pour que la révolution hongroise soit écrasée à son tour dès l'été de 1849. Même échec en Allemagne. En 1849, le Parlement de Francfort a proposé au roi de Prusse de devenir le souverain d'une Allemagne unifiée, mais Frédéric Guillaume IV a refusé de ramasser une couronne qu'on aurait trouvée ainsi dans le ruisseau, c'est-à-dire une couronne donnée par la volonté populaire. Comme en plus le roi de Prusse va s'incliner devant l'ultimatum autrichien lors de ce qu'on appelle la reculade d'Olmütz, eh bien l'idée d'une unité allemande qui aurait pu se faire autour de la Prusse est automatiquement remise en cause, hein, et va être très vite oubliée. Et ce sont les troupes prussiennes même qui vont chasser à Stuttgart les derniers représentants du Parlement de Francfort qui s'y étaient rassemblés, qui s'y étaient réunis. On le voit donc dès 1849, la flambée révolutionnaire de l'année précédente est partout éteinte. Le printemps des peuples était un printemps avorté. Et il a tout de même mis en avant un certain nombre de figures particulièrement remarquables. On peut penser à Giuseppe Garibaldi, qui va être l'un des héros de l'unité italienne. Hein. C'est un républicain originaire de Nice, hein, mais qui va finalement, par pragmatisme, s'accommoder en 1860 de la victoire du Piémont-Sardaigne, de la dynastie de Savoie, pour que puisse se faire l'unité italienne. On peut évoquer Daniel Manin, qui pendant un an va défendre Venise contre les troupes autrichiennes qui l'encerclent, qui l'assiègent. On peut évoquer le Hongrois Sándor Petőfi, qui est un poète qui va tomber en combattant contre les forces russes en 1849. Et puis il y en a d'autres qui ont une dimension plus politique, plus importante peut-être, Giuseppe Mazzini, le chef de la jeune Italie, qui va échouer dans toutes ses tentatives, qui sera un infatigable militant de l'unité italienne, un républicain, qui sera l'un des animateurs de l'éphémère République romaine en 1848-49, le Polonais Adam Mickiewicz, sorte de poète inspiré, qui n'a jamais vécu en Pologne pratiquement, mais qui est, par ses écrits,
les pèlerins polonais, son poème des aïeux. Maître Thaddée va va jouer un peu un rôle de Victor Hugo polonais, mais national catholique, qui va se retrouver en France, professeur au Collège de France, ami de Montalembert, de Lacordaire, entre autres, et dont l'œuvre va inspirer dans une large mesure le sentiment national dans son pays, dans une Pologne qui l'assimile par les souffrances qu'elle a endurées, par les sacrifices qu'elle consent, qui l'assimile carrément au Christ, avec une Pologne qui se voit ainsi attribuer des vertus rédemptrices, libératrices, comme modèle des peuples européens qui vont devoir secouer le joug qui les opprime. Et il y a un autre personnage que l'on peut citer aussi, c'est Lajos Kossuth, le Hongrois, qui va être l'un des animateurs de la révolution hongroise de 1848-1849, qui sera vaincu politiquement. Il sera obligé d'émigrer après l'écrasement de la révolution. Il espérera, après la victoire de Napoléon en Italie, Napoléon III, en 1859, que la Hongrie va pouvoir, à la faveur de ces événements, retrouver sa liberté. Ce sera un espoir déçu. Même chose après 1866, après que la Prusse bat l'Autriche à Sadova et l'emporte dans la lutte pour l'unité allemande. Là aussi, ce sera un espoir déçu, et c'est avec un Hongrois plus modéré, Ferenc, que François-Joseph négociera ensuite le compromis austro-hongrois de 1867. Donc on est confronté à un échec général de ce printemps des peuples, de cet esprit 48A, mais certains de ceux que j'ai évoqués là ont contribué cependant à la cristallisation d'une forte conscience nationale dans certaines populations. Ils ont été, pour reprendre une belle formule de notre ami Jean Mabir, qui leur avait consacré un livre, ils ont été des éveilleurs de peuple. Merci Philippe. Restez avec nous. Je vais vous raconter un destin brisé et très triste, celui d'Évariste Galois, un jeune mathématicien du début du XIXe siècle qui avait découvert des choses fabuleuses et qui est peut-être à l'origine des mathématiques modernes, et qui va mourir tellement bêtement dans un duel stupide où il n'avait aucune chance. Alors Évariste Galois, il est né à Bourg-la-Reine, donc près de Paris, en 1811, dans une famille de républicains, lettrés, des gens cultivés. Le grand-père a fondé une école à Bourg-la-Reine, le père a repris cette école, il est également le maire de Bourg-la-Reine. La maman est assez cultivée aussi, et c'est elle qui va élever ses 3 enfants, enfin faire la classe, jusqu'à l'âge de 12 ans, en donnant en particulier au petit Évariste, qui est particulièrement futé, eh bien des bonnes bases, non pas en calcul ou en mathématiques, mais des bases sur la logique, sur la mémoire, et tout ça, ça va lui servir. Et on se rend compte assez vite qu'il est vraiment doué. Alors à 12 ans, avec de l'avance, il va rentrer comme interne au lycée Louis le Grand en 4e. Et là, bon, pendant 2 ans, ça se passe à peu près bien. Il est un élève tout à fait honorable. Il a même un prix en latin. Et puis tout d'un coup, en seconde, rien ne va plus. Il fait plus rien. Il va presque plus au cours. Il vient de découvrir les mathématiques. Il n'y a plus que ça qui l'intéresse. Alors, bon, le proviseur est un peu ennuyé, le fait redoubler. Bon, pareil, la 2e année de seconde, il passe de justesse en première, et puis de nouveau, ça se passe très mal parce qu'il ne s'intéresse qu'aux mathématiques. Et le reste n'existe pas. Il ne va pas au cours, il est insolent avec les professeurs. Bref, le proviseur dit de cet enfant, une fureur des mathématiques le domine, il perd son temps ici et il tourmente ses maîtres. Parce qu'en plus, il est odieux, il est insolent, parce qu'il sait mieux que les profs. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que derrière le cours de mathématiques, eh bien lui, il va toujours plus loin. D'abord, il trouve toujours ce qu'on appelle une solution élégante. Vous savez que le mot élégant est un mot du vocabulaire mathématique, c'est-à-dire qu'il trouve une solution que le maître n'aurait pas trouvée. Et puis, c'est évident qu'il domine absolument le sujet et qu'il va toujours plus loin, qu'il travaille toujours seul dans sa chambre. Mais à tel point que
Comme il a lâché toutes les autres matières, le proviseur le rétrograde en seconde. Alors là, il ne fait plus rien du tout dans toutes les autres matières. Le latin, les humanités, tout ça ne l'intéresse absolument pas. Alors bon, en désespoir de cause, le proviseur le permet de suivre, j'allais dire en touriste, les cours de mathématiques de Maths P, où là aussi il domine tout le monde et du coup il décroche le concours général de mathématiques en 27, il a 16 ans à peine. C'est évident qu'il n'y a que les maths qui l'intéressent. Mais il va encore faire parler de lui, parce que qu'est-ce qu'on fait de ce gamin qui est toujours en seconde, qui est brillantissime en maths, qui est admis second sur toute la France à l'école normale supérieure, qui vient de prendre ce nom-là hein, depuis 1826. Elle s'appelle comme ça. C'était une création de la Révolution. Hein, c'était l'école normale de l'an 3. Et puis après Napoléon, on avait fait un internat. Et c'est Louis XVIII qui va en faire l'école normale supérieure, à la limite que l'on connaît encore aujourd'hui. Alors, il est admis donc dans cette école prestigieuse, mais il n'a toujours pas le bac. Donc c'est quand même un cas unique. Il est obligé de passer le bac pratiquement avec une session spéciale, parce qu'il faut bien quand même qu'il rentre dans le rang. Le voilà donc à l'école normale supérieure. Là, il se fait un ami, un seul, parce qu'il faut dire qu'il n'est pas facile, hein, Évariste. Il continue à persécuter ses professeurs, à écrire des mémoires de mathématiques qu'il envoie directement à Polytechnique. Ah oui, parce qu'il a présenté Polytechnique 2 fois. Une fois, il avait 16 ans, il l'a raté, parce qu'il était bon en maths, mais il était mauvais dans tout le reste. Et la deuxième fois, il l'a raté parce que son père venait de se suicider et qu'il était complètement bouleversé par ce drame familial. Mais ça va rester une douleur de ne pas être polytechnicien. Donc, il n'écrit pas ses mémoires pour ses professeurs de l'école normale supérieure, mais à Augustin Cauchy, qui est professeur à l'X, qui lit ça en disant bon, il est brillant ce gamin quand même, parce qu'il a 17, 18 ans, mais sans plus, quoi, qui n'en fait rien. Il faut dire qu'à ce moment-là, il y a un autre mathématicien génialissime et très jeune, c'est un Norvégien qui s'appelle Niels Henrik Abel. Et pareil, un cas atypique, un génie précoce. Et ce jeune Norvégien va venir à Paris, va faire le siège d'Augustin Cauchy, qui va même pas le recevoir, qui va même pas lire ses mémoires. Et le pauvre Niels Abel, n'ayant plus d'argent, repart dans son pays. Là, il décoche un poste minable de surveillant dans un internat et meurt de la tuberculose à 26 ans. Encore un destin brisé. Là, Cauchy se dit quand même, zut, on a raté le génie du siècle, ressort précipitamment ce qu'avait écrit Abel, et le jury lui donne le prix de l'Institut de France en mathématiques. Il y a un autre candidat, c'est Évariste Galois. Et pas de chance, son mémoire va être perdu, comme a été déjà perdu le premier mémoire qu'il avait écrit à Cauchy. Alors là, il est dégoûté, Évariste, vraiment dégoûté. Il se dit, c'est pas possible, il y a une conjuration pour la médiocrité contre le génie. Et il va continuer à mener la vie dure à l'école normale supérieure, où il est toujours... il a signé un contrat de 10 ans, hein, il ne peut pas pantoufler comme ça. Il finira d'ailleurs par être viré, parce que entre-temps, il y a eu les Trois Glorieuses, et donc changement de régime, changement de roi, et Évariste Galois est un républicain forcené, donc il voulait absolument aller sur les barricades et faire la révolution. Or, le directeur de Normal Sup avait bouclé tous ses étudiants, sauf un qui est allé se faire tuer sur les barricades. Alors Évariste est furieux en disant « j'aurais dû être sur les barricades, c'est moi qui aurais dû mourir là ». Il va tellement en faire à ses professeurs et au directeur qu'il va finir donc par être exclu de cette école prestigieuse. Alors il passe une licence de mathématiques évidemment très facilement et il ouvre un cours privé d'algèbre qui n'a aucun succès parce que les gens, c'était de toute façon d'un beaucoup trop haut niveau. Et puis alors bon, il va se lancer dans le militantisme républicain. Alors il y a un banquet qui réunit 200 convives
pour célébrer la libération de 19 militants républicains qui venaient d'être libérés. Et ça se passe bien, il y a Alexandre Dumas, il y a plein de gens bien à ce repas. Il faut qu'Évariste, qui ne rate pas une occasion de se faire des ennemis, à la fin du banquet, brandisse un couteau en disant « ça, c'est pour Louis-Philippe s'il nous trahit ». Il est inculpé de régicide, tentative de régicide, souhait de régicide. Il va être passé en jugement. Bon, le juge, qui en a vu d'autres, l'écoute avec une certaine indulgence. Il est très jeune, très excité. Bon, il lui dit, écoutez, arrêtez de parler, là vous fatiguez tout le monde. Il le renvoie dans ses foyers. Mais quelques mois plus tard, il va être arrêté de nouveau. Cette fois-ci, c'est le 14 juillet 1831, parce qu'il est habillé en garde nationale, alors qu'il n'a pas le droit, évidemment, à cet uniforme. Il rêvait d'être polytechnicien pour l'uniforme. Hein. Il était républicain, mais il aimait bien les uniformes. Et là, il tient des propos séditieux en brandissant une arme contre le roi. Cette fois-ci, crac, 6 mois de prison à Sainte-Pélagie. Ou alors là, il va se faire des relations. Il y a des gens bien. Il y a Nerval, il y a Raspail, considéré comme Carbonaro. Et surtout, il va boire plus que de raison, donc il ne va pas dessouler précisément pendant 6 mois, et faire des provocations, donc il se retrouve au mitard sans arrêt. Et quand il n'est ni sous ni au cachot, eh bien, il écrit un traité fabuleux sur les fonctions elliptiques. Ne m'en demandez pas plus, je ne sais pas trop ce que c'est. Il finit par sortir, et là, eh bien, ça sera le drame. Il se trouve pris dans un duel où vraiment il n'a pas envie d'aller parce qu'il n'a jamais tenu un pistolet de sa vie. Et pour une fille qui n'aimait même pas une certaine Stéphanie, mais il se trouve obligé de faire ce duel. Et la nuit avant le duel, le 30 mai 1832, il écrit frénétiquement, il réécrit tout ce qu'il avait écrit quand il avait 17 ans, parce qu'il veut transmettre ce qu'il a découvert en mathématiques. Donc vous imaginez la nuit à la chandelle, et ça se termine par « Gardez mon souvenir, puisque le sort ne m'a pas donné assez de vie pour que la patrie sache mon visage ». Triste, hein ? Alors nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Jean-Louis Bachelet, qui vient de publier un ouvrage intitulé Sang royal, la vérité sur la plus grande énigme de l'histoire de France, aux éditions Ring. La plus grande énigme de l'histoire de France, alors de quoi s'agit-il, Monsieur Bachelet? Alors, à mon avis, il s'agit incontestablement de l'affaire Louis XVII. Je crois que tout pays a ses mythologies, et la France, je crois que si on devait choisir un mystère qui constitue un petit peu à la fois je dirais, un pilier dans l'historiographie nationale et dans l'histoire de notre monarchie, en matière de mystère, c'est incontestablement Louis XVII. Oui, c'est l'équivalent de Sébastien au Portugal. Voilà, et puis l'équivalent d'Anastasia en Russie. Ou d'Anastasia, ou d'Anastasia dans le cas des Russes, ou toute l'histoire des faux Dimitri au début du XVIIe siècle, quand la Russie connaît le temps des troubles. Hein. Ces disparitions princières ont inspiré évidemment beaucoup de croyances, beaucoup d'attentes, et il y a toujours effectivement une part d'incertitude quant aux réalités qui correspondent à ces mythes, puisqu'ils ont pris la dimension de mythe. Hein. Alors, Louis XVII, bien, si l'on en croit l'histoire officielle, comme disent certains, entre guillemets, il est mort en juin 1795, prisonnier à la tour du Temple, mais très vite, la question va se poser d'une éventuelle survivance. Alors comment se met en place justement tout ce questionnement concernant la survivance du jeune roi qui est devenu le roi de France en janvier 93, au moment où son père Louis XVI est guillotiné. Dès le lendemain de la mort annoncée de Louis XVII, des rumeurs courent que l'enfant n'est pas mort au Temple. Donc on a souvent imaginé que la plupart des prétendants qui affirmaient être Louis XVII ont surgi pendant la Restauration. C'est en grande partie vrai, mais il faut savoir que ces rumeurs sont apparues dès le lendemain de la mort
annoncé du petit roi. Et alors, quelles étaient les hypothèses ou les interprétations qui étaient avancées alors pour expliquer cette éventuelle survivance, cette éventuelle fuite donc de la tour du Temple? Alors, je crois que de toute façon, la souche du mystère apparaît lorsque l'enfant est isolé dans la tour du Temple, seul après le départ du cordonnier Simon. Alors, il faut savoir que nous sommes en décembre 93. Là. Tout à fait. Alors bien sûr, on pourra revenir éventuellement sur ce passage avec le cordonnier Simon. Il faut y revenir. Parce que je crois qu'à mon avis, voilà, c'est-à-dire que pour moi, là encore, je dis souvent que il est très dangereux de transformer ses convictions en certitudes, mais il me semble que le cœur du mystère, c'est plutôt la captivité au moment de la présence du cordonnier Simon, parce que là, on est au cœur on est au cœur de l'idée révolutionnaire. Du système révolutionnaire. C'est le lavage de cerveau, c'est le... Tout à fait. Lavage de cerveau organisé, et puis surtout avec, je crois, très profondément, le désir de la part de la Convention d'amener l'enfant à témoigner contre sa mère par l'intermédiaire d'un personnage, le cordonnier Simon, qui incarne, je crois, ce qu'il y a de plus abject dans la nature humaine. C'est le commissaire politique communiste. Voilà. Un personnage propulsé par Marat. Voilà. Alors, et il faut penser que c'est un petit garçon. Il a 7 ans. Il est né en 85, donc il a 8 ans à ce moment-là. Oui, c'est vraiment... Et c'est terrible ce qu'on fait subir à cet enfant. Oui, c'est épouvantable. Et notamment le témoignage lors du procès de sa mère. Contre sa mère. Mais qu'elle a retourné avec beaucoup de panache. Je crois que Marie-Antoinette a montré véritablement la plénitude de sa dignité à ce moment-là. Son jeune appel à toutes les mères, ça résonne encore aujourd'hui. Tout à fait. Je crois que le peuple de Paris, ceux qui étaient présents au moment du procès, ont dû se dire qu'ils avaient affaire à quelqu'un de profondément humain, ce qui n'était pas le cas avant. Je crois qu'il y a toujours eu une certaine forme de méfiance par rapport à l'Autrichienne. Bien sûr. Mais là, elle a vraiment monté une dignité qui a étonné énormément de monde. Surtout que c'était une bonne mère. Toutes les reines de France n'ont pas été des mères charnelles, alors qu'elle aimait vraiment ses enfants. Elle et Louis VII, tout à fait. C'était des parents, j'allais dire, aimants, affectueux, évidemment tout à fait normaux. Mais encore aujourd'hui, quand vous voulez tuer quelqu'un socialement, vous l'accusez de pédophilie ou d'inceste, c'est le meilleur moyen, non? Plus ou moins. De toute façon, il fallait trouver un chef d'accusation fort pour Marie-Antoinette. Et en l'occurrence, je crois que Hébert et Simon avaient trouvé le truc. Oui, mais là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors, pour en revenir à cette question du mystère, effectivement, l'enfant, après le départ du cordonnier Simon, se retrouve seul pendant 6 mois et disparaît à la vue de tout le monde, sauf aux yeux des commissaires qui, tous les jours, viennent constater sa présence. Mais je crois que c'est là qu'on commence à avoir des doutes sur l'identité du jeune captif. Pourquoi le cacher à ce point-là? Voilà. Et puis il y a des portraits aussi qui ont été réalisés qui ne semblent pas correspondre à ce qu'était l'enfant qu'on a connu jusqu'à sa captivité. Tout à fait. Alors il y a les portraits de Vigée Lebrun, il y a les portraits... Alors on voit tantôt un enfant blond, tantôt un enfant roux. portrait de David aussi, des sons de David, où on a l'impression d'un adolescent beaucoup plus âgé que l'enfant royal à l'âge qu'il avait. Tout à fait. Alors le côté médical aussi, on a dit qu'il était scrofuleux, qu'il avait des tumeurs sur les membres, et tout ça ne correspond pas toujours avec les constatations médicales. Ce qui est très difficile, c'est que comme cet enfant est caché à la vue de tout le monde, on n'a que le témoignage des commissaires qui viennent le voir et des médecins. Alors, de ce point de vue-là, il y a 2 façons d'envisager le problème. Soit on prend le témoignage des médecins et des commissaires tel qu'il est en disant voilà, bon, ils disent la vérité, et auquel cas on arrive à une certaine forme de cohérence. C'est-à-dire que les médecins observent effectivement un jeune enfant scrofuleux, les commissaires aussi, mais la plupart des tests survivantistes avancent l'idée que les médecins et certains commissaires aient menti. Il a menti pour des raisons éminemment politiques. Et pour des raisons politiques qui s'expliquent d'ailleurs parce que cet enfant, il représente un enjeu majeur pour la Convention, pour le pouvoir révolutionnaire. C'est un otage, en quelque sorte, et il est censé incarner l'identité royale, qui est mise en avant, par exemple, au moment où se déclenche l'insurrection vendéenne. Il y a un enjeu très important dans les relations avec l'Espagne, des Bourbons aussi, qui souhaitent effectivement
progressivement son élargissement, etc., qui est intervenu et qui a distribué massivement des fonds pour faire aboutir à l'acquittement, non pas l'acquittement, mais pour éviter la guillotine à Louis XVI sans succès. Mais donc il y a tout un ensemble de données qui font que c'est un enjeu très, très précieux. Alors on peut imaginer qu'il est mort en amont, par exemple fin 93, c'est ce qui expliquerait le départ des Simons. Puis on met un faux enfant dans la prison pour laisser entendre, laisser croire qu'il est toujours là. On constate aussi en 94, au lendemain de Thermidor, que quand Barras se rend au Temple, et c'est ce qu'il fait en tout premier, au lendemain de Thermidor, où on vient de se débarrasser de Robespierre, il donne initialement l'ordre pour qu'on fasse sortir l'enfant, pour qu'on lui fasse, rejoindre sa sœur, Madame Royale, qui est encore incarcérée à ce moment-là, qui sera échangée plus tard. Et puis finalement, on ne le fait pas. Et sa sœur n'est pas amenée à le voir. Alors c'est quand même extrêmement troublant. On sait que sous la Restauration, par exemple, alors qu'on a un culte du souvenir très développé quant au souvenir du roi, de la reine, de Madame Elisabeth, etc., on a la chapelle expiatoire qui est construite et tout. Il n'y a pas d'allusion au petit Louis XVII. Le jour anniversaire de sa mort supposée au mois de juin, il y a une grande fête aux Tuileries où Madame Royale, sa sœur, danse toute la nuit, par exemple. Donc il y a quand même un ensemble de questions qui font que cette affaire-là demeure troublante. On n'a pas de certitude, je crois, sérieusement, on n'a aucune certitude quant à ce qui a pu se passer, quant à une éventuelle exfiltration de l'enfant, à une éventuelle survie de l'enfant. A-t-il été sorti du temple? Est-il mort ultérieurement sans que l'on ait eu de traces de l'événement? En tout cas, on voit bien que la théorie officielle, encore une fois, de sa mort le 8 juin 95 au Temple, n'est pas absolument convaincante. Même avec les analyses ADN qui ont été fournies à la suite de l'enquête menée par Philippe Delorme, comme on sait que le cœur qui a servi pour ces analyses a connu un parcours tout à fait étonnant. Certains ont avancé que c'était le cœur du frère aîné mort en juin 1789. Tout ça fait que je crois que la question reste ouverte. On n'a pas de réponse. Ça, je pense comme vous, puisque c'est vous pensez, vous, que l'enfant est bien mort en juin 95, et vous contestez notamment les prétentions des partisans de Naundorf. Je partage un peu vos réserves quant à Naundorf, mais la question reste quand même ouverte pour des tas de raisons. Il y a plein de choses, je crois, qu'on ne s'explique pas clairement. Alors tout à fait, sur cette affaire. Vous avez tout à fait raison d'exprimer les choses de cette façon. Et puis, pour investir ce domaine, le domaine de ce mystère, on a effectivement plus d'arguments que de preuves. Voilà. Il y a quand même des arguments. Concernant justement le symbole que représente Louis XVII, alors qu'il est encore vivant, je crois qu'il ne faut pas oublier que pour les conventionnels, notamment pour Robespierre qui était juriste, la question de la succession ne posait aucun problème. Je crois que pour Robespierre et pour les autres, le roi c'était de facto le comte de Provence. Du point de vue juridique, c'est-à-dire qu'en tout cas il était minimum régent de France. Donc à partir de là, je ne pense pas que pour Robespierre, Louis XVII est représenté plus qu'un symbole. Par contre, il était véritablement un symbole, effectivement, pour tous les royalistes de France. Il ne se trouvait pas de soldats de l'armée de Vendée qui n'aient comment dire, le sceau Louis XVII sur son cœur, ou bien voilà. Donc il y a vraiment une symbolique extrêmement forte. Et puis alors ensuite, pour la question de la mort annoncée de l'enfant, il faut voir que dans l'histoire de France, il y a rarement eu de mort plus officiellement constaté. Lorsque le cadavre de l'enfant est exposé pour qu'on puisse l'identifier, il y a non seulement les médecins qui ont participé à l'autopsie, mais il y a aussi des gens qui ont connu l'enfant avant son incarcération, notamment le cuisinier. Il y a les porte-clés qui l'ont connu avant aussi. Quant aux médecins, alors c'est là que, de ce point de vue-là, il faut essayer de préciser certaines informations relatives aux médecins. On a parlé de Jean Roy, Lassus, Dubangin, Pelletan, comme étant des médecins qui n'avaient pas connu l'enfant avant. Or, Jean Roy et Lassus étaient médecins de la famille royale avant
Avant la Révolution. Oui. Notamment Jean Roy. Alors Jean Roy et Lassus étaient des médecins qui avaient vu l'enfant. Alors imaginez que effectivement un médecin ait sciemment menti en affirmant que le cadavre était celui du 17, je pense que oui, c'est faisable. Cela dit, si on additionne tous les témoignages qui ont été faits au moment de la constatation de la mort, il faudrait qu'il y ait 30, 40 personnes qui aient menti en même temps. Moi, ce qui me paraît difficile à croire, c'est qu'il y ait cette telle accumulation de mensonges au même moment. Il aurait fallu pour ça une organisation phénoménale. D'autre part, pour soigner l'enfant et dans ces derniers moments, on a avancé que le docteur Dessau s'était entouré d'aide. On a parlé de Chopard comme d'un pharmacien. Chopard n'était pas pharmacien, il était chirurgien. On a parlé de Doublet, qui était bandagiste. Et ces gens-là étaient des personnes qui étaient spécialisées dans le traitement de la maladie qu'avait l'enfant. Jean Roy et Lassus étaient aussi des spécialistes du scrofule et, en plus de ça, étaient médecins légistes. On oublie que ce Lassus, qui est présent au moment de l'autopsie, était le premier directeur de l'Institut médico-légal parisien. Ce qui est étonnant, c'est que la Convention a dépêché autour de cet enfant la fleur de la médecine de l'époque. Alors, question, pourquoi envoyer les plus grands spécialistes, sachant que, en plus Jean Roy avait dit, je vous préviens, s'il y a un problème, je n'hésiterai pas à ouvrir la bouche, à le dire. Pourquoi les envoyer pour constater la mort de Louis XVII, si ce n'est pas Louis XVII? C'est la question que je me pose. Pourquoi ne pas envoyer des médecins subalternes? D'ailleurs, Barras, lorsque Robespierre est guillotiné, il va prendre l'affaire en main et nommer Bergoyen qui est chirurgien, qui est un ami, lui, qui est membre du comité de sûreté générale. Il sait que c'est un révolutionnaire pur et dur, que c'est aussi un grand médecin. Il va lui dire, voilà, c'est toi qui vas réunir le collège de médecins chargé de s'occuper de l'enfant. De l'autopsie, en fait. De l'autopsie, mais bien avant aussi du traitement de l'enfant. Hein, voilà, donc du coup, c'est vrai que les médecins qui sont rassemblés autour de cet enfant constituent, pour moi, une preuve qu'on avait vraiment affaire à Louis XVII. Maintenant, on peut aussi retourner l'argument et dire éventuellement ils avaient pris des hommes de confiance pour pouvoir être assurés qu'ils n'éventeraient pas le... Mais pourquoi le soigner si tard? Parce qu'il est mourant quand les médecins s'occupent de lui. Alors, de ce point de vue-là, j'ai eu la chance de m'entourer de deux personnalités éminentes du monde médical. Emmanuel Bonneville-Baruchel, qui est psychologue clinicienne universitaire, spécialiste de la séquestration des enfants, et du professeur Ludès, qui est directeur de l'Institut médico-légal à Paris. Les deux ont pu apporter des informations très importantes sur l'évolution du scrofule et l'évolution du psychisme d'un enfant séquestré dans ces conditions. Qui mène à l'autisme, quasiment. Exactement. C'est-à-dire que provoqué. Voilà, c'est-à-dire qu'apparemment, d'après les témoignages, Simon aurait fait avaler à l'enfant plus d'1 litre de vin par jour. Oui. Or, sur un enfant de 7 ans, le cerveau... Emmanuel Bonneville-Baruchel est catégorique. En moins de 6 mois, le quotient intellectuel descend en dessous de 50. Terrible. Et d'une. Et de deux, l'enfant scrofuleux, alors on peut très bien dire que ce n'était pas Louis XVII, hein, on peut très bien l'imaginer, mais il faut quand même voir que son frère aîné était mort de la même maladie, son oncle... Scrofuleux, il faut préciser que c'est la tuberculose osseuse. C'est la tuberculose ganglionnaire. Ganglionnaire qui donne des tumeurs sur les membres, sur les articulations, sur le... Il avait 4 ans quand son frère est mort, il a très bien pu l'attraper avec son frère. Alors attention, hein, la tuberculose ganglionnaire ne se transmet pas. Ça commence par une tuberculose pulmonaire, et puis ça évolue sous forme de tuberculose osseuse. Il a très bien pu l'attraper avec son frère. Alors là encore, l'argument effectivement qui consiste à dire tous les témoins montrent un enfant très enjoué, très en forme dans les premiers temps de la captivité. Comment se fait-il qu'il soit aussi délabré au bout d'1 an? Eh bien, les conditions dans lesquelles il a été séquestré, d'après les informations qu'ont données les médecins, laissent à penser que la maladie peut se déclarer d'un coup et évoluer très rapidement, surtout qu'il s'était blessé à l'aine. Or, cette maladie-là se déclenche précisément à la suite d'une blessure de ce genre-là. Voilà, et puis des conditions d'hygiène absolument effroyables, puisqu'on le laisse dans ses excréments, on le fait mourir à petit feu. En fait. D'ailleurs, je rappelle un livre qui est un roman, mais qui est poignant, aussi poignant que la première partie de votre livre, Jean-Louis Bachelet. C'est le livre de Françoise Chandernagor, La Chambre, qui, à moins qu'on ait un cœur de pierre, vous tire des larmes, parce que c'est la destruction vraiment d'un petit enfant, la destruction physique et morale et mentale.
Et c'est tout à fait ce qu'on retrouve. Et c'est pour ça, oui, je vous en prie. Oui, il est certain que c'est là l'un des crimes majeurs de notre révolution française. Alors, il y a un point que je voulais soulever aussi. En juin 95, au moment où il disparaît, où on fait effort donc pour donner le plus de crédibilité à cette disparition, c'est le moment aussi où on négocie la paix avec l'Espagne. Alors il y a aussi un enjeu, un arrière-plan politique, puisque les Bourbons d'Espagne, encore une fois, étaient très attachés, pour les liens familiaux qu'on imagine, à ce qu'allait devenir le jeune roi. Et alors la survivance ensuite, c'est lié à un certain nombre de personnages qui apparaissent, qu'on peut évoquer, les Mathurin Bruno, Richemont et Naundorf. Il y a aussi un événement intéressant quand même, que vous avez évoqué, je crois, ce sont les prophéties de Martin de Gallardon. Ça serait peut-être intéressant pour nos téléspectateurs d'expliquer ce dont il s'agit. Drôle de personnage. Oui, un drôle de personnage et puis des retombées importantes aussi de cette affaire. Alors, il faut replacer le personnage de Martin de Gallardon dans l'ambiance de ce début du 19e, qui est une ambiance investie, envahie par un mysticisme échevelé, un mysticisme qui est très collatéral au romantisme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je crois, une réaction spirituelle au massacre de la Révolution, qui fait qu'on voit apparaître des prophètes un peu partout. Alors on voit apparaître effectivement ce Martin de Gallardon, qui est un paysan de la Beauce, qui soudainement, alors qu'il est en train de retourner son tas de fumier, voit apparaître un ange en redingote avec un chapeau de forme. Donc c'est très amusant. L'archange Raphaël. Ça prête à sourire, là, l'ange en redingote. Alors ce qui est très amusant, oui, tout à fait, mais c'est touchant en même temps, parce que je crois que Martin était profondément sincère. On peut pas imaginer qu'il ait menti en quoi que ce soit. Sans doute, il voit apparaître cet ange qui lui annonce qu'effectivement la monarchie sera restaurée, que Louis XVII n'est pas mort au Temple, et Martin va essayer de contacter Louis XVIII. Alors c'est là qu'on voit que, là encore, dans ce livre, je dirais que j'ai essayé d'aborder aussi tout le contexte de cette affaire Louis XVII, pour bien montrer qu'un roi qui accueille le témoignage d'un paysan comme ça, on pense un petit peu au dauphin qui accueille Jeanne d'Arc. Je vois mal un président de la République de nos jours aller accueillir un berger qui viendrait lui confier que la France sera sauvée s'il démissionne au hasard. C'est pour bien voir que, alors Louis XVIII, qui était un agnostique, il a quand même reçu. C'est quand même incroyable. Et il l'a écouté. Il semble même avoir pleuré en l'écoutant. Il semble même, alors là encore, c'est très étonnant. Surcharge de mystère. Martin de Gallardon lui rappelle une anecdote qui fait trembler Louis XVIII. Mais est-ce que la relation qu'on a faite est vraie? Est-ce que c'est pas vrai? Là encore, je dirais qu'on a un surcroît de mystère. On aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure des autres phénomènes mystiques qui entourent l'apparition de Martin de Gallardon, notamment de la secte de Eugène Vintras, la secte de la Miséricorde, qui, lorsque j'ai consulté le nombre de sectateurs qui s'y ralliaient, contient un nombre incalculable de partisans de Naundorf et d'anciens membres de la cour de Louis XVII, sous des noms d'anges. Sous des noms d'anges. Alors on a de la cour de Louis XVI. Mais à propos de Martin de Gallardon, il y a aussi un événement qui est troublant. C'est en 1830, Charles X s'apprête à partir, il abdique, mais avant, il fait consulter Martin de Gallardon, qui répond à son envoyé, une main cachée l'écarte. Preuve qu'il y avait une incertitude quand même dans l'esprit de l'ancien comte d'Artois. Enfin, il était peut-être sous un stress énorme à ce moment-là. Mais en même temps, on voit bien que Madame Royale aussi est manifestement troublée par toutes ces questions, et après là, au moment de la Restauration, elle s'intéresse, elle s'inquiète à propos des différents candidats qui prétendent être le dauphin survivant. Elle garde ses distances, mais elle marque un intérêt quand même un peu troublant. Puis je le rappelle, Barras n'a pas voulu qu'elle rencontre l'enfant du Temple en 94. Bon, alors alors parlez-nous un peu de Naundorf, qui est quand même le prétendant le plus sérieux. Oui, alors effectivement, avant le plus connu, oui. Tout à fait. Avant Naundorf, on a eu des différents prétendants qui conjuguaient
une absence totale de ressemblance avec l'enfant du temple et souvent une vulgarité écrasant. Ce qui est incroyable. Mathurin Bruno notamment. Voilà, Mathurin Bruno. Ça pouvait être les séquelles de Simon, mais enfin c'est peu probable quand même. Tout à fait. Alors Nandorf va arriver donc en France en 1833 et très rapidement autour de lui vont s'agréger tous les anciens membres de la cour de Louis XVI qui sont persuadés que Louis XVII n'est pas mort au Temple, notamment Madame de Rambaud. Oui, et dans un contexte, il faut le rappeler, 1833, où vient de s'installer une monarchie de Juillet qui est perçue comme illégitime par toute une partie de l'opinion monarchiste. Alors qui se tourne bien sûr vers le comte de Chambord, mais en même temps, évidemment, un Louis XVII survivant, c'est un argument supplémentaire face à l'usurpateur Orléans. Alors, autour de lui donc, vont s'agréger Madame de Rambaud, ancienne nounou de Louis XVII. Ça c'est quand même troublant parce qu'elle reconnaît des marques physiques sur le corps de Nandorf, des marques là que j'ai quand même, sur le corps de l'enfant qu'elle connaissait bien. Elle reconnaît les marques, je n'en suis pas certain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas moi, simplement en explorant un petit peu les archives, on trouve des anecdotes assez troublantes. D'abord, Madame de Rambaud était très très myope. Ah, oui. Mais on voit bien de près quand on est myope. C'est bien possible. En tout cas, elle va mettre à l'épreuve Nandorf en lui présentant un petit vêtement que le dauphin portait, en lui disant voilà, vous souvenez-vous que vous portiez ce petit vêtement quand vous étiez aux Tuileries. Et Nandorf va répondre les larmes aux yeux, je le portais effectivement, mais ce n'était pas aux Tuileries, c'était à Versailles, et il me serrait trop fort. Et c'est pour ça que vous l'avez enlevé. Alors du coup, Madame de Rambaud, naturellement, est persuadée qu'elle a fait mais des témoins directs de cette rencontre ont quand même dit que Madame de Rambaud tendait la perche à Nandorf assez souvent pour lui dire d'accord, il y a une façon de poser les questions. Il y a un phénomène d'autosuggestion qui a pu jouer, évidemment. Et est-ce que Nandorf aurait pu se faire... pas le français, quand même. Aurait pu se faire quand même vacciner. Oui, ça c'est... Parlait pas le français. C'est comme l'histoire de la survie de la fille du tsar. Anastasia. Là aussi, il y avait un problème de langue aussi. Passons. Mais les marques physiques, par exemple, des vaccins, des choses comme ça, est-ce qu'il aurait pu se les faire lui-même? La morsure du lapin. La morsure du lapin, je ne sais pas. Toujours est-il que un médecin a publié dans un ouvrage scientifique en 1910, comment s'appelle-t-il cet homme-là? J'ai perdu son nom, je retrouverai la référence. On avait sur le corps de Nandorf plus de 25 marques d'inoculation. Dans tous les sens. Donc, si vous voulez, statistiquement, ça devait coller. En même temps, le troisième téton, on m'a parlé d'un troisième téton, il n'était absolument pas situé là où se trouvent les seins, il était sur l'épaule. Donc, si vous voulez, il y a quand même des choses qui sont... qui collent pas. Qui collent pas. En plus, Nandorf était brun. Et au bout d'un certain temps, on lui a quand même suggéré de se faire teindre les cheveux. Donc, il s'est fait teindre les cheveux en 1835. Voilà. Alors, et puis en plus de ça, cet accent de ton, c'est quand même qui est... si vous voulez, on a beau dire, il a oublié sa langue. À 7 ans, quand même, la langue est bien acquise. Certes. Alors, il reste que c'est un magicien extraordinaire, dans le sens où il va apporter des détails sur la vie de l'enfance, sur l'enfance du dauphin, qui sont absolument assourdissants. Mais, à côté de ça, vous avez un duc de Brémont, qui est un farouche partisan de Nandorf, qui... quelques années auparavant, avait reconnu Richemont aussi comme Louis XVII. Tout à fait. Il y en a qui ont reconnu les prétendants successifs. Voilà. Alors, il y a le duc de Richemont, je me suis un petit peu de Brémont, pardon. Le duc de Brémont, je me suis penché un petit peu sur sa personnalité et il a fait paraître à Genève dans les années 1830, dans le journal, un témoignage selon lequel sa fille aurait été miraculeusement guérie d'une maladie par l'intercession directe du Très-Haut. Donc moi, je suis catholique, je ne vais pas... mais si vous voulez, on a quand même affaire à des personnalités qui sont enclins au merveilleux. Une posture providentielle. Exaltée aussi. Alors ce qui a renforcé évidemment la cause nondorfiste, c'est la reconnaissance par la Hollande implicite de son identité bourbonienne, puisque c'est la tombe à Delft, c'est au nom de Bourbon. Je crois qu'il y a un pied de nez à la France dans cette histoire-là. Il faut rappeler qu'à l'époque, les ambitions de Louis-Philippe en direction de la Belgique, évidemment, la France avait soutenu la sécession belge de 1830 par rapport au royaume des Pays-Bas. C'était un moyen de régler des comptes avec cette France de la monarchie de Juillet, d'une certaine manière, je crois. C'est pour ça qu'il y a de toute façon autour de cette affaire Nandorf un contexte qui est propice à un brouillage de cartes phénoménal. D'ailleurs, on verra à ce moment-là, chose incroyable, des républicains s'acoquiner avec des légitimistes contre la monarchie de Juillet. L'avocat Berrière.
Jules Favre. Jules Favre, qui... On se demande pourquoi il se fourvoie dans cette histoire. Ce qui est incroyable, parce que c'est un avocat éminent quand même. Bon, oui, c'est un grand nom. Je ne partage pas du tout ses convictions politiques, mais il n'empêche que c'est un homme qui a été académicien ensuite, qui a été ministre, et on le voit formuler une plaidoirie tout entière fondée sur un seul témoignage. Oui. C'est quand même incroyable. Donc on a à cette époque-là en tout cas une collusion de témoignages invalides, de constatations fausses, de mensonges, parce que quand on voit que la femme du cordonnier Simon, qui était à l'hospice des Invalides, donc elle affirmait que Nandorf était Louis XVII. Elle avait affirmé avant que Richemont était Louis XVII. C'est ça, tout à fait. Et puis, chose incroyable, alors c'est là que, si vous voulez, là encore, il ne s'agit absolument pas d'entrer dans une forme de polémique. Mais lorsque vous avez une femme qui affirme en même temps avoir été gouvernante des enfants de France, vous ne pouvez pas accorder un crédit à son témoignage. Vous voyez ce que je veux dire? On a quand même des choses très très troublantes. Et la position du pape là-dessus, c'est Grégoire XVI. Voilà, Grégoire XVI, oui. Alors, j'ai voulu en avoir le cœur net avec le Vatican, parce que les nandorfistes ont toujours affirmé qu'il y avait des preuves irréfutables dans les archives du Vatican qui sont censées abriter la solution de tous les secrets de l'histoire contemporaine. Parce que personne n'ira y voir. Alors, première chose, les archives secrètes du Vatican ne sont plus du tout secrètes depuis un bon siècle. Donc là, c'est encore un mythe, c'est très amusant. Un petit peu. Donc les archives, j'ai été reçu très gentiment par Monseigneur Jean-Louis Bruguès, directeur des archives, qui a vraiment fouillé consciencieusement pendant des mois et des mois à la recherche d'une quelconque trace d'une preuve selon laquelle Nandorf serait Louis XVII. Il n'a rien trouvé du tout. Donc c'est une preuve par absence de preuve. Maintenant, effectivement, le pape, lui, a eu une réaction qui était celle du chef de l'Église. Je crois que c'est une réaction qui concerne non seulement Nandorf, mais toute la secte qui entoure Nandorf. Parce que voilà, c'est une condamnation définitive non seulement d'une personne, mais d'une idéologie, et puis un recadrage, je dirais, à l'adresse de tous les monarchistes de France. Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis Bachelet pour tous ces éclairages relatifs à l'affaire Louis XVII. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le sang royal, la vérité sur la plus grande énigme de l'histoire de France, aux éditions Ring. Et j'ajoute un mot, ce livre est fort bien écrit. Vous dites que vous n'êtes pas historien, mais les détails, il est très très bien structuré. Moi, j'engage vraiment nos téléspectateurs à découvrir ce livre si le sujet vous intéresse, ce dont je ne doute pas. Et vous découvrirez le calvaire de ce petit enfant de France. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Restez-nous fidèles.